Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres. Vers une stratégie commune entre le Mali et le Burkina Faso dans la lutte contre le terrorisme. En visite à Ouagadougou, Ibrahima Dembélé, le ministre malien de la Défense, a réaffirmé la volonté de son pays de mutualiser les moyens avec son voisin afin d'éradiquer la menace. Échec des forces du maréchal Khalifa Haftar dans la reprise de Gariane. Les forces loyales au gouvernement libyen d'Union nationale gardent la main sur cette ville stratégique située près de la capitale Tripoli. Feu de forêt, l'Afrique subsaharienne est également touchée par les flammes. Une immense zone qui s'étend du Gabon à l'Angola est touchée par de graves incendies. Mais avant de développer ces titres, le Burkina Faso annonce vouloir recruter 500 militaires. À partir du 15 septembre, le ministère de la Défense devrait procéder à l'enrôlement de 487 garçons et de seulement 13 filles pour ce recrutement qui vise à renforcer l'armée qui fait face à une recrudescence des attaques terroristes. Depuis début 2015, les attentats perpétrés surtout dans le nord et l'est ont fait au moins 500 morts. Une spirale de violence attribuée à une dizaine de groupes affiliés à Al-Qaïda ou à l'État islamique. Le Mali souhaite renforcer sa coopération militaire avec le Burkina Faso, justement, volonté réaffirmée par Ibrahima Dembélé, le ministre malien de la Défense, en visite à Ouagadougou. Une visite qui intervient quelques jours après les attaques meurtrières qui ont frappé cette région où la menace se situe surtout dans la bande frontalière est du Burkina Faso, qui est aujourd'hui un véritable sanctuaire pour les terroristes. Amenedji. En raison des attaques incessantes et des violences attribuées pour la plupart aux groupes terroristes, le Burkina Faso multiplie les mesures de défense et compte cette fois-ci renforcer sa coopération militaire avec le Mali. Ce projet de collaboration fait suite à l'attaque la plus meurtrière jamais menée contre l'armée burkinabé, celle de Koutougou dans la province du Soum. La décision prise par les autorités burkinabées ne remet pas en cause le fondement du G5 Sahel. C'est plus une décentralisation de l'approche qui fonde le G5 Sahel dans la mesure où cette fois-ci c'est une effectivité des mesures directement entre les deux pays concernés à leurs frontières et sur les zones de mouvement direct de ces terroristes. Les forces burkinabées ne disposant pas d'assez de moyens, il semble de plus en plus difficile de venir à bout des attaques répétées des mouvements terroristes. Un défi que les deux États comptent relever, notamment par l'exécution d'une opération visant au renforcement des capacités et à la mutualisation des moyens disponibles. Par ailleurs, il faut noter qu'au-delà de cette collaboration avec les forces maliennes, il y a lieu de rappeler que l'un des fondements principaux pour lutter contre le terrorisme aujourd'hui aussi, c'est la collaboration avec les populations civiles et c'est tisser un réseau d'information important au niveau de la population pour pouvoir avoir une stratégie d'alerte communautaire sur les mouvements au niveau des différentes localités de personnes que les populations elles-mêmes pourraient trouver suspectes ou de personnes ne résidant pas forcément dans ces milieux. Depuis début 2015, les attaques djihadistes, en particulier dans le nord et l'est du Burkina Faso, ont fait plusieurs centaines de victimes. L'arbre généalogique de l'humanité bousculé par cette découverte en Éthiopie. Il s'agit d'un crâne de Lucie, d'un ancêtre de Lucie, un crâne d'un australopithèque complet, vieux de 3,8 millions d'années, découvert en février 2016 dans la région Afar par un groupe international de chercheurs. Son état de conservation est exceptionnel. Il a donc fallu près de 3 ans pour dater cette découverte à l'aide d'une étude géologique comparée avec les autres crânes existants. En Libye, les forces du gouvernement d'Union nationale de Fayez al-Sarraj seraient parvenues à repousser une attaque du maréchal Khalifa Haftar près de Gariane. Ces forces cherchaient à reprendre la ville du sud-est de Tripoli. C'est un sujet de la rédaction. Les forces loyales au gouvernement libyen d'Union nationale, basées à Tripoli, affirment avoir repoussé une attaque des forces rivales du maréchal Khalifa Haftar. L'opération s'est déroulée près de Gariane, où les forces du général tentaient pour la première fois de reprendre cette ville stratégique de 200 000 habitants.
Des groupes de miliciens pro-Haftar se sont infiltrés dans les zones près de Gariane et ont tenté d'avancer sous la couverture de drones pour reprendre la ville. Gariane, à 100 km au sud-est de la capitale, servait jusqu'en juin de base arrière aux forces de Khalifa Haftar. La perte de la ville, un dur revers pour l'armée de l'Ouest qui, depuis le 4 avril, est à plus de 1000 km de son bastion de Benghazi, cherche à conquérir la capitale libyenne. Quand l'armée est entrée à Gariane au mois d'avril 2019, il y avait des milices de Gariane là-bas qui accueillaient l'armée favorablement. Et quand Gariane a tombé dans les mains du gouvernement de Sarraj, ou les milices du gouvernement de Sarraj, donc ces milices de soutien de l'armée ont quitté la ville Gariane. Ils sont allés vers la ville de Jofra, qui se trouve à peu près 260 km de Gariane. Et depuis, ils sont restés à Jofra en attendant une décision de l'armée ou un commande de l'armée de retourner à Gariane pour reprendre Gariane. Alors l'armée n'est pas vraiment favorable à un retour à Gariane et ce n'est pas une priorité pour l'armée pour l'instant. Depuis le déclenchement de l'offensive, les combats aux abords de Tripoli ont fait 1093 morts, plus de 5700 blessés et 120 000 personnes déplacées. La Libye, sur qui pèse désormais le risque d'enlisement, puisqu'au sol comme dans les airs, aucun des deux camps ne semble réellement prendre l'avantage. La compagnie électrique sud-africaine indique qu'il faudra 3 à 5 ans pour procéder à sa division, une scission de l'Escom en 3 entités pour la deuxième plus grande société nationale, mais qui fait face à de graves difficultés financières qui menacent directement l'économie du pays. Graziella Chakunte. Une période allant de 3 à 5 ans est nécessaire pour aboutir à la scission d'Escom. Au bord de l'endettement, le mastodonte sud-africain de l'électricité est au centre d'un large projet de restructuration et de privatisation. Nous devions trouver une solution car Escom est un risque. Nous avons mis toutes nos sources d'énergie dans un même panier et cela ne devrait pas être le cas. C'est la raison pour laquelle nous avons mis sur pied un nouveau business model pour Escom. Un modèle qui nous permet de minimiser les risques. La division devrait se faire en 3 entités distinctes. C'est ce que prévoit le nouveau plan de sauvetage de l'entreprise. Mais les activités de production et de distribution qui vont être détachées resteront néanmoins dans le giron d'Escom. Encore faut-il que l'entreprise réussisse à mettre en œuvre son plan de financement. L'échec à mettre en œuvre son plan de financement pourrait entraîner Escom dans une situation de manque de liquidité au 31 mars 2020. Cela nécessiterait un financement additionnel qui viendrait s'ajouter à celui que nous fournissons dans le cadre du Special Appropriation Bill. Escom fournit à l'Afrique du Sud 90% de son électricité. Mais en pleine crise financière, l'entreprise publique ne parvient plus depuis plusieurs mois à assurer une production d'électricité suffisante. Profondément endettée et gangrénée par la corruption durant les années de la présidence de Jacob Zuma, sa dette extérieure s'élève désormais à plus de 30 milliards de dollars. Alors que les incendies font rage en Amazonie et que la situation agite la communauté internationale, une situation similaire serait observable sur le continent africain avec des incendies qui menacent les forêts du bassin du Congo, l'autre poumon vert de la planète, en cause les pratiques agricoles. Le point avec Solène Duplessis. Alors que la forêt amazonienne est actuellement ravagée par les feux de forêt, de violents incendies sévissent également dans certaines régions d'Afrique depuis début août. La mission de la NASA a mis en évidence de nombreux départs de feu en Afrique centrale et en Afrique de l'Est. Toutefois, la situation ne serait pas comparable à celle de l'Amazonie. Selon l'Angola, ces feux relativement courants durant cette période annoncent en effet une fin de saison sèche.
Ces feux sont ordinaires en cette fin de saison sèche. Il se trouve qu'à cette époque de l'année, dans plusieurs régions de notre pays, il y a des incendies provoqués par des agriculteurs en phase de préparation des terres en raison de la proximité de la saison des pluies. Des feux de forêt liés aux techniques agricoles de culture sur brûlis, très pratiquées dans la région. La situation a néanmoins suscité l'inquiétude du président français Emmanuel Macron, qui a annoncé lors du G7 qu'une aide pourrait être proposée aux régions touchées. En Afrique, nous avons des zones où la déforestation et des zones où la désertification sont intenses. Et de ce fait, nous avons des environnements assez sinistres et assez vulnérables face aux feux de forêt. Et maintenant, les feux de forêt peuvent être causés de façon naturelle ou artificielle par l'usage de l'homme. Le bassin du Congo est le deuxième poumon de la planète et de ce fait, cela mérite par conséquent d'avoir des initiatives qui puissent non seulement sauvegarder déjà ce poumon vert pour la planète par l'intégration des programmes que ces pays africains ont eux-mêmes mis en place. Selon l'Agence spatiale européenne, 70% des terres brûlées dans le monde seraient situées en Afrique subsaharienne. En 48 heures, la région Afrique centrale aurait enregistré plus de 10 000 incendies, soit près de 7 000 en Angola et 4 000 en République démocratique du Congo. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.